Michel, c'est le quart d'heure méditerranéen qu'il faut prendre. Si dans la Méditerranée, le quart d'heure méditerranéen n'est plus là, c'est qu'on est plus en Méditerranée, et le côté méridional s'échappe. Merci à toutes et à tous de vous être mobilisés pour cette ultime réunion de campagne qui marque la fin d'une longue campagne pour moi. Très longue campagne, plus longue même que celle que vous pouvez imaginer. Qui a commencé il y a 3 ans, au mois de juin 2009, quand le Conseil constitutionnel a saisi le ministre de l'Intérieur pour lui dire qu'il y a en France un certain nombre de circonscriptions qui ne sont plus à l'équilibre. L'équilibre étant de 100 000 habitants, 100 000 électeurs. Alors, il n'est pas trop pénible, le Conseil constitutionnel, mais quand même, quand il y a des circonscriptions, comme c'était le cas de la 9e dans les Alpes-Maritimes, qui arrive à 160 000 électeurs, comme c'était le cas de la 6e, qui arrive à 140 000 électeurs, la 9e étant détenue par Michel Tabarot jusqu'à demain soir, et je pense qu'il y a fort à parier qu'elle reprendra son siège. La 6e étant détenue par Lionel Lucas, et il y a fort à parier qu'il reprendra lui aussi son siège demain soir, avec peut-être une élection au premier tour, c'est en tout cas ce que je lui souhaite, d'ailleurs tout comme à Michel Tabarot, et de dire que les Alpes-Maritimes doivent, comme les autres départements de France, eh bien, s'organiser pour respecter la loi. La 5e circonscription a été retouchée. Nous étions mis dans la 5e circonscription. Elle a été recomposée puisque pour créer une circonscription nouvelle sur l'Ouest, puisque vous avez bien touché du doigt qu'il s'agissait d'une croissance démographique dans le canton de Saint-Vallier-de-Thiers, sur le canton de Vence, sur le canton de Carrosse, il y a eu la nécessité bien de supprimer une circonscription sur la rive gauche du Var, c'est-à-dire par Nice. Et c'est la 2e circonscription, encore de Nice, qui a toujours été la circonscription du maire de Nice de tout temps. Là, j'en prends pour référence le sénateur qui a la mémoire des choses et qui a toujours lu tant le père médecin que Jean médecin, le père médecin, Jean médecin, et Jacques Médecin se fait élire dans cette 2e circonscription, et puis ensuite ça a été le cas de Jean-Paul Baretti, ça a été le cas de Jacques Perra, et puis ça a été ensuite Muriel Marland-Militello qui a été élu à 2 reprises sur cette circonscription qui a été supprimée. Ça n'a pas trop fait d'histoire parce que Muriel Marland-Militello ne voulait pas se représenter. Mais par contre, pour redécouper une nouvelle circonscription sur la rive droite du Var, j'ai autant de vous dire que ça n'a pas été simple. Et chacun ne voulant pas laisser une partie de son territoire de façon forte, en tout cas sur le cœur de son territoire. Donc Lionel Lucas a accepté, mais c'était de mauvaise grâce, de laisser une partie de canton de sa circonscription. Michel Tabarot a accepté de laisser aussi une partie de sa circonscription, et Christian Estrosi a accepté la suppression dans de la 2e en cœur de Nice, une partie de la 5e qui a repris un gros canton de Nice, mais a laissé tomber 4 cantons de la zone rurale pour pouvoir équilibrer ce territoire. Et nous voilà, quand je dis nous voilà, c'est l'histoire que nous vivons avec Jean-Paul, le maire de Guillaume, avec Raymond Ricci, le maire de Beuil, avec Jean-Pierre Audibert, le maire de Villeneuve, plus les 6 autres maires du canton, et les 5 parce que vous me comptez moi, et moi je me compte dans les autres maires, puisque je ne me suis pas cité. Le score est bon, et de dire que nous vivons cela avec nos collègues du canton de Villars, du canton de Puget-Théniers et du canton de Roquestéron. Donc nous voilà raccrochés avec un vaste territoire qui représente 15% du territoire des Alpes-Maritimes, au canton de Carrosse, qui compte Gatière-Saint-Jeannet, au canton de Vence, qui compte Lagode, Saint-Jeannet, je me suis trompé, le premier Carrosse et Gatière-le-Broc, la fatigue se fait sentir, rattaché au canton nord de Grasse, Grasse coupé en 2, j'aimerais autant vous dire que ça n'a pas fait rire Jean-Pierre Leleu, mais alors pas du tout, rattaché au canton de Saint-Vallier-de-Thiers,
rattaché au canton de Coursegoule et au canton de Saint-Auban. Et voilà la deuxième circonscription qui est née au mois de juin 2009. À ce moment-là, il fallait se positionner, de mon point de vue, très vite. Très vite. Dès que j'ai eu connaissance de cette circonscription, et je l'explique très rapidement, puisque j'ai fait partie des parlementaires qui ont assisté sur les bancs de l'Assemblée nationale à la naissance de ce découpage, je me suis porté candidat avec le soutien rapide de quelques maires essentiels, dont le sénateur maire de Grasse, dont le président du conseil général et dont le président départemental UMP, c'est-à-dire Christian Estrosi, Éric Ciotti, Jean-Pierre Leleu. Et je suis parti à la conquête et à la recherche du soutien des conseillers généraux et des maires. Si je vous dis cela, c'est parce que cette circonscription représente 40% du territoire des Alpes-Maritimes. Si je vous dis cela, c'est parce que cette circonscription représente 86 000 électeurs. Et si je vous dis cela, c'est parce que le canton de Guillaume, même s'il représente 10% des Alpes-Maritimes et pèse beaucoup en territoire, nous comptons 2800 électeurs. Je vous laisse imaginer le travail qui a été le mien. En bénéficiant du nom de Georges Ginesi, du nom de Ginesi, sénateur, président du conseil général, mais également de la nécessité de conquérir, d'agglomérer et d'additionner ce territoire. Et croyez-moi, ça n'a pas été ça. D'abord parce qu'il a fallu constituer le comité de soutien dont je viens de vous parler. J'ai mis pratiquement 1 an à le faire. Et ce n'est que à la mi-2010, au mois de juin 2010, que nous avons fait une grande réunion à Carros pour consacrer ce comité de soutien, avec le soutien de 8 conseillers généraux sur 10 et le soutien de 54 maires sur les 72 communes que compte ce territoire. Et si je l'ai fait, c'est parce que j'ai ressenti l'impérieuse nécessité pour défendre le territoire sur lequel nous sommes, du canton de Guillaume, de Puget, de Villars et de Roquestéron, de dire il faut que l'on garde ici un poids politique qui a toujours existé avant nous. On en a parlé longuement, et ce poids politique, j'ai voulu le défendre en présentant cette candidature. Il y avait, avant 2008, 2 sénateurs sur les 4 des Alpes-Maritimes qui appartenaient à la montagne, qui défendaient la montagne, le sénateur Balarello et le sénateur Ginesi. L'élection au scrutin de liste de 5 sénateurs en 2008 a fait que le poids démographique des grands électeurs a parlé et a émergé l'élection de quasiment 5 sénateurs de ville. Et celui qui est le plus proche de nous, ça reste Jean-Pierre Leleu, maire de Grasse, qui a cette sensibilité avec les communes du moyen pays grinçois. Mais nous étions loin. Et je suis heureux que Jean-Pierre Leleu m'ait soutenu d'entrée de jeu, parce que, légitimement, c'est le pilier central, je l'ai dit l'autre soir à Grasse, et j'en suis convaincu, c'est le pilier central de cette circonscription. S'il avait décidé de faire autrement, eh bien, sachez que nous aurions eu de grandes difficultés. Et je vois là pour moi un équilibre territorial. Et quand je dis que je l'ai fait pour défendre ce territoire, la station de Val-d'Air, les enjeux de développement économique, de développement durable, les enjeux que sont pour nous l'avenir du tourisme dans le moyen et dans le long pays, avec tous les projets que sont les nôtres au niveau de la communauté de communes Saint-Antoine, la réserve naturelle des Gorges d'Aluy, la volonté de faire vivre Natura 2000, la volonté d'implanter des fermes photovoltaïques pour petit à petit avoir une indépendance énergétique dans ce canton, de développer le développement durable autour de la station de Val-d'Air, de faire que de Val-d'Air, ça devienne une station non seulement de sport d'hiver, mais également une station touristique toute saison. Je suis convaincu que, au-delà de cette défense, j'ai eu aussi envie de défendre les autres cantons, les autres territoires, et d'être un vrai député de cette deuxième circonscription, parce que je me sens moralement responsable également des grands enjeux économiques de la nation française. Je veux, au niveau des autres territoires, souligner ici tous les amis qui m'ont rejoint, de Vence, de Carros, et d'ailleurs, mon ami Alain
Abrigo, président départemental de la Caisse du Crédit Agricole, qui m'a fait la surprise d'être ici. Pierre Cortina, président de la Caisse locale du Crédit Agricole de Vence. Tous les deux m'ont été des piliers, des soutiens que je retrouve partout. Merci de votre aide, parce que là aussi, le jeu sur Vence n'a pas été simple et il n'est pas terminé. Le but de cette réunion est aussi de conforter, de me conforter en vous apportant, vous qui êtes tous mes amis et mes soutiens, parce que quand on fait ce genre de réunion publique, je ne suis pas dupe, vous non plus, vous êtes à 90% des gens convaincus, vous êtes des gens qui m'apportent votre soutien pour des raisons multiples et diverses, soit parce que nous avons la même pensée politique, soit parce que vous trouvez que mon action d'élu de terrain peut contribuer à améliorer les choses, soit parce que vous considérez que tout simplement j'ai pu à un moment donné ou à un autre vous aider personnellement, et convaincu de cela, vous allez m'aider à me faire élire. Et bien pour cela, il faut que vous ayez des arguments. Parce qu'en cette veille du premier tour, la deuxième circonscription reste l'une des circonscriptions les plus fragiles. Reste l'une des circonscriptions, des 9 circonscriptions des Alpes-Maritimes, les plus difficiles. D'abord parce qu'on n'en connaît pas les résultats. Il n'y a jamais eu d'élection sur ce territoire-là. Donc on ne vit que d'agrégation des résultats des élections précédentes, qui donnent des perspectives, qui donnent même des sondages. Il y a eu un sondage de Nice Matin qui m'a fait plaisir, puisque ce sondage m'a porté en tête avec 40% des voix. Donc, je dirais en tête sur une élection comme ça, c'est important, qui m'a apporté des candidats sérieux, avec M. Astieri, maire de Montfartou, et je le redis, pour moi, le premier argument, et qui est tout à fait contraire à ce que je viens de vous expliquer, c'est que M. Astieri n'est pas maire d'une commune qui est dans notre circonscription. Montfartou n'est pas dans la deuxième circonscription. Montfartou est dans la 9e. Seulement, M. Astieri, il a voulu faire un peu de tourisme politique, puisqu'il a fait 3 élections sur la 9e. La première élection, il l'a gagnée parce qu'il y avait une division à droite. Pierre Bachelet, maire du Canet, s'était présenté contre Jean-Pierre Lejeune, maire de Grasse, qui s'était également présenté contre Michel Tabarot, division à droite, candidat socialiste vert, élu contre cette division à droite, et il avait fait son mandat pendant 5 ans. Derrière, il s'était représenté à 2 reprises successives contre Mme Tabarot, et à 2 reprises, il s'est pris une tôle, comme on dit, donc il est rentré chez lui. Fort de ces 2 mauvaises expériences, il s'est dit, bon, allez, il y a un nouveau territoire, on va un peu aller voir sur ce nouveau territoire s'il y a manière de faire quelque chose et d'en tirer quelque chose. Peut-être que les candidats seront un peu plus tendres et que je pourrai pas facilement leur parler des gaz de schiste, leur parler d'intercommunalité, ce qui n'a rien à voir avec le mandat de député et sort du mandat législatif, mais en agitant les peurs, je peux vous dire qu'il est arrivé à convaincre. Partout où je suis passé pour dire, mais quand M. Astieri vous parle de gaz de schiste, je suis désolé, il est à côté de la plaque. L'année dernière, le gouvernement Fillon a fait porter sur les bancs de l'Assemblée nationale un projet de loi qui a été voté et adopté, qui interdit l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste. Alors si je vous dis ça, c'est parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ont cette sensibilité de développement durable et qu'il est vrai que le gaz de schiste, dans son exploration par la fracturation hydraulique, apporte quelques nuisances, notamment par les produits que l'on y met dedans. Mais au-delà de cet aspect qui est interdit, quand c'est interdit, c'est interdit. D'inviter les peurs quand on se présente à une élection législative d'un texte de loi qui a été voté par le législateur, c'est avoir peur de ce que vote le législateur. Il y a là une crainte qu'il ne faut pas avoir. Alors, vous aurez compris que pour moi, M. Astieri reste le principal adversaire de même, puisqu'il est gratifié de 34% d'intention de vote. Un autre adversaire qui reste important, qui est le 3e, c'est M. Deloigny, qui est le Front National. M. Deloigny est donné à 18% des voix, et 18% des voix, ça l'amène à un niveau où, en cas de sous-estimation par ce sondage,
en cas d'une forte participation, puisque ce scrutin et ces sondages ont été estimés avec une participation à 55%, ce qui est très faible. Moi, je reste convaincu que grâce à la montagne, grâce aux moyens pays, il y aura une participation plus forte. On sera certainement dans la moyenne nationale. Jamais nos territoires ruraux et nos territoires de montagne n'ont été en bas. Ils ont toujours fortement participé parce que la mobilisation de notre électorat est forte sur ces terrains-là. Donc, si on monte à 60%, eh bien, M. de Joigny est en capacité de rester, d'être élu au deuxième tour, et que nous soyons en triangulaire. Et là, il y a un vrai danger, il y a un réel danger que je me retrouve dans une difficulté. Alors, croyez-moi que quand je vois tout ce qui est porté aujourd'hui par le gouvernement, tout ce qui veut être réformé, tout ce qui veut être détricoté, j'ai appartenu et j'ai eu cette chance d'être député sur cette dernière législature pendant 4 ans et demi en remplacement de Christian Estrosi. Et j'ai eu la chance, sur la 12e et la 13e législature, de porter et de m'intéresser à des textes de loi qui nous intéressent directement, comme la loi de modernisation agricole, qui a permis que le Conseil général des Alpes-Maritimes apporte 40% de subventions au lieu de 10 qu'autorise l'Europe à l'ensemble du monde agricole pour l'aide à l'installation et à la modernisation des exploitations agricoles. Ça, c'est une fierté que j'ai pu avoir. J'ai pu participer à la loi sur l'eau pour essayer de faire en sorte que les maires qui ont des décisions à prendre en termes d'assainissement, en termes d'assainissement individuel, de collecte des eaux et d'exploitation des sources, de périmètre de protection des sources, soient mieux adaptés. On n'est pas allé tout à fait au bout des choses et il faudra qu'on retravaille ce texte-là. Ça m'a permis d'aider les associations de pêcheurs, notamment en reconnaissant le garde-pêche. Des adaptations que j'ai pu amener sur les bancs de l'Assemblée nationale, qui me paraissent importantes pour la vie au quotidien sur notre territoire, mais j'ai pu également participer à des textes qui ont été portés par Éric Ciotti sur le dernier texte sur la loi d'orientation sur la sécurité intérieure, sur les pêtes blanchées, sur la loi sur la récidive, notamment la récidive des mineurs. Et quand je vois Mme Taubira, nouveau ministre de la Justice, qui arrive et qui prend une décision, alors qu'elle n'a toujours pas eu le résultat des premiers bilans qui peuvent être concernés par les tribunaux correctionnels pour enfants de moins de 16-18 ans, pour enfants mineurs récidivistes, je me dis qu'elle a tort. Elle a tort parce que ce texte, il a été travaillé pendant plus de 6 mois. Il y avait une vraie difficulté juridique pour pouvoir traiter le problème des mineurs. C'est une solution qui a été trouvée. Il fallait aller au bout et expérimenter pour regarder ce que cela peut donner d'un coup, parce qu'elle était contre, je l'ai vu en séance, monter vent debout contre ce texte-là et expliquer que c'était une mauvaise opération, qu'il fallait remettre tout ça au panier et repartir sur de nouveaux textes, tout comme la construction des places de prison, tout comme la dépénalisation qui est proposée par Madame Duflot du cannabis. Il y a là des choses qui marquent, si vous voulez, un virage sur le plan de notre société et un véritable laxisme qui me fait peur parce qu'un certain nombre d'entre vous ne cessez de m'alerter sur ces sujets-là en disant qu'il ne faut pas laisser filer ces choses-là. Je ne parle même pas du texte qui est dans l'idée du président de la République, dont pour l'instant nous n'avons pas reparlé, mais qui est le vote des étrangers. Pour quelle raison on donnerait le droit de vote aux étrangers comme ça, sans droit du tout? Vous êtes étranger, vous débarquez en France, pourquoi on va vous donner le droit de voter en France? Mais pour quelle raison? Alors que la France n'a jamais refusé les titres de naturalisation, les titres de francisation. C'est une démarche intellectuelle que chaque étranger peut faire, de dire si nous voulons devenir français, on peut le devenir, et dès lors que l'on devient français, on a le droit de vote. Allons-y, tant que l'on peut. Et si je vous dis ça, c'est parce que nous sommes sur ces idées-là, sur les mêmes idées que le développe le Front National, sauf que le Front National n'a pas les mêmes méthodes que nous. Sauf que le Front National dénonce le fait que Nicolas Sarkozy ou le gouvernement Fillon n'a pas tenu parole pour mettre en œuvre des procédures plus rapides pour traiter ce problème-là, ce problème de la sécurité. Et moi, quand on me dit ça, je ne peux pas laisser les choses en l'état. D'abord parce que je pense
On ne peut pas changer radicalement les choses et de façon trop brutale. Et puis ensuite, parce que je pense que la période que nous avons vécue est une période excessivement douloureuse sur le plan de la crise économique, excessivement douloureuse sur le plan de la crise bancaire. Quand l'État français en 2008 a décidé de prêter aux banques, je parle là devant des banquiers, l'État français a pris la bonne décision. En janvier 2008, les banques sont déstabilisées, il y a besoin de trésorerie. Elles ne prêtaient plus à l'époque aux entreprises, souvenez-vous, il y avait des raréfactions sur le plan des prêts aux entreprises, ce qui rendait l'économie difficile. L'État apporte de l'argent et tout le monde a dit « Ah, voilà un beau cadeau de l'État aux banques qui sont déjà les richissimes de notre société. » Et à partir de ce moment-là, il y a eu une dégradation de cette action publique, alors que cette action publique a été valorisée, et que 10 mois après, les banques remboursaient capital et intérêts, et ça avait permis d'obtenir 2,5 milliards d'intérêts remboursés par les banques. Ça, on ne le dit pas, on le passe à perte des profits. Mais l'État français avait renfloué ses caisses avec 2,5 milliards d'intérêts à l'époque, ce qui avait permis à notre système de tenir bon, pendant que d'autres banques à l'international, comme Lehman Brothers, avaient fait une faillite qui avait fait grand bruit à l'époque, et qu'aujourd'hui même, on se retrouve avec les banques espagnoles dans le même scénario. Hein, c'est tombé, j'invente rien de ce que je n'ai pu entendre ce matin à la radio et de ce que vous avez pu entendre. 21 milliards d'euros sont nécessaires aujourd'hui pour remettre le système bancaire espagnol debout. Donc on voit là qu'il y a des actions qui ont été menées. On voit qu'il y a des réformes engagées. Le régime de réforme des retraites, le régime de la carte judiciaire, la réforme de la police, de la gendarmerie, sur lesquelles on ne peut pas revenir parce que ça a été de bonnes réformes. De revenir sur le régime des retraites, ça va coûter un argent fou. D'ailleurs, voilà une promesse que François Hollande ne tiendra pas, puisqu'il avait promis le régime des retraites de le faire revenir à 60 ans pour tout le monde. Ça a été un premier discours. Dans un deuxième discours, on a entendu notre son de cloche. On a dit régime des retraites pour tous ceux qui ont commencé très tôt, dès l'âge de 18 ans, et qui ont eu 41 trimestres et 41 annuités et demie. Et puis, aujourd'hui, c'est véritablement la retraite à 60 ans pour ceux qui uniquement ont 41 annuités et demie, et pas plus ni moins. Alors c'est vrai que la promesse ne sera pas tenue. Et je suis persuadé que le résultat électoral aurait été très différent pour beaucoup d'entre nous si on avait annoncé la vérité avant l'élection présidentielle. Donc voilà un mensonge qui a été fait et qui véritablement ne sera pas respecté. Le mensonge, oui, la promesse, non. Heureusement pour nous, parce que je suis de ceux qui pensent qu'il faut arrêter de dépenser et de creuser la dette. Au-delà de cet aspect, je n'entends pas parler de la santé. Le docteur était là tout à l'heure, notre pharmacienne est là, Cathy, et le public, vous êtes pas là? Il est où? Je le vois pas. Il est là-haut. Quand on parle de la désertification médicale, je cite souvent Roland son exemple, parce que c'est l'exemple que je connais le mieux, on en a souvent parlé. Depuis, j'ai pu rencontrer des médecins, notamment les médecins de vente. J'ai appris que l'Agence régionale de la santé, Jean-Paul, qui est souvent en contact avec eux, avait classé le secteur Lensois en zone à risque. Imaginez-vous, le canton de Guillaume, on est dans la zone de désertification médicale, classer le canton de Vence et la ville de Valence en zone à risque. Ça veut dire que vraiment le métier de médecin, la profession de médecin a changé. Et que les médecins qui aujourd'hui sortent de la faculté n'ont plus du tout les mêmes intentions que ceux qui sortaient à l'époque. Ils n'ont plus du tout envie de devenir des médecins libéraux en zone de montagne pour être sur le pont du navire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, en gros. Et qu'ils préfèrent aller soit dans le milieu hospitalier, soit dans des cliniques privées, soit dans des laboratoires ou des entreprises pharmaceutiques, et là, ils se trouvent mieux comportés, ou alors de devenir des spécialistes de la médecine en ville. Et là aussi, ce n'est plus le métier de médecin généraliste
Il y a donc peut-être nécessité que le législateur invente des centres médico-sociaux, comme nous en avons à Guillaume, mais en les confortant avec la possibilité d'avoir plusieurs médecins et puis de renforcer l'hôpital rural. Là aussi, j'aimerais bien qu'on en entende parler. On ne parle pas de ce que Nicolas Sarkozy avait annoncé avec le traitement de la dépendance, qui est un vrai coût qui doit être supporté par notre société, de tous ceux qui ont aujourd'hui une dépendance mentale, une dépendance physique et qui sont portés par leur entourage. Il y a là de vraies nécessités pour l'avenir. De tout cela, on n'en entend pas parler. Alors, voilà les grands axes sur lesquels je suis. Je pourrais vous parler de l'éducation, je pourrais vous parler de la culture, mais je ne vais pas vous tenir des heures et des heures, vous qui êtes venus ce soir pour me faire plaisir à cette réunion de fête de campagne qui, je le dis, pour moi a commencé il y a 3 ans, mais surtout s'est accéléré depuis 1 mois et demi. Voilà, 1 mois et demi que je suis rentré en campagne. Je ne fais quasiment plus que ça. Vous voyez, Jean-Marie me voit de temps en temps émerger pour faire le courrier à la mairie, où il me le fait descendre. Je garde des relations avec le centre administratif pour traiter les affaires urgentes. Mais le reste, je suis de longue sur le terrain, parce que je pense que c'est l'urgence, parce que je pense que c'est la bonne méthode pour se faire élire, parce que je pense que au bout de la centaine de réunions, je crois que ce soir on en est à la 95e, très exactement, mais je n'ai pas fait le recensement précis, qui nous a fait passer dans toutes les communes. Il n'y a pas eu une des communes, des 72 communes de la circonscription, qui ne nous aura pas vus en réunion publique. Et on a tenu des réunions publiques devant tous les auditoires. Il y avait des auditoires où on s'est trouvé le matin en prenant le café, en formation restreinte, on va dire. On y était 6. C'est bien 6. On a fait le job, on a parlé avec les 6 personnes qui étaient là, parce que tous les électeurs méritent qu'on aille les voir. On a fait ce travail-là en conscience pour dire qu'il fallait passer partout. Là où il y a des grands secteurs, à Grasse, on a fait une réunion dans chaque quartier. Avant, on est venu 2 fois. À Carrosse, on est venu 2 fois. Il y aura des retours. Et à titre d'aujourd'hui, il y a une chose qui remonte à la surface en permanence, et je le dis là devant toutes celles et tous ceux qui sont commerçants, tant à Guillaume qu'à Valder, c'est un leitmotiv qui revient. Ce sont les charges sociales qui sont trop chères, trop élevées pour les entreprises, tant les charges salariales que les charges patronales. Tout le monde s'accorde à dire que le petit commerce, l'artisanat, la petite entreprise est plombée par des charges trop lourdes et qu'elles ne peuvent plus embaucher. Alors, le premier objectif, c'est quand même bien l'emploi, de redonner du travail pour redonner de la créativité, pour redonner de la productivité, pour relancer cette nécessité d'avoir du pouvoir d'achat, parce que le pouvoir d'achat a été plombé pour l'Europe. 2 mots sur l'Europe, parce que c'est ce qui me différencie vraiment, de façon fondamentale avec d'autres candidats. L'Europe, j'y crois beaucoup. L'Europe est construite et se construit depuis des années et des années. Ça fait 30 ans qu'elle marque ses pas, qu'elle progresse. Elle a beaucoup à progresser, elle a encore beaucoup à faire, mais on ne peut pas détricoter l'Europe. L'euro qui a été mis en place en 2002 est également une monnaie unique sur laquelle certains disent qu'il faut revenir, il faut faire marche arrière et revenir aux monnaies de chaque pays. Mais attendez, ce serait une erreur fondamentale pour la bonne et simple raison, c'est que l'euro, on l'a payé. L'euro, il nous a coûté cher. L'euro, il nous a coûté d'être à aujourd'hui à équivalent constant avec le franc. Un euro d'aujourd'hui est égal à un franc d'hier. Quand on a eu le passage à l'euro, c'est-à-dire que quasiment on se retrouve sur une valeur qui fait que l'euro a été payé à la fois par l'inflation et par la baisse monétaire. Il ne faut pas revenir là-dessus. Ce serait refaire marche arrière et repayer une deuxième fois pour repasser aux monnaies nationales. Il ne faut surtout pas laisser faire ça. C'est pour nous un moyen d'être plus fort dans le contexte international, dans le contexte mondial. Et n'oublions pas que les agences de notation qui veulent nous déstabiliser, elles sont installées où? Les Moody's et compagnie. Elles sont installées sur le continent nord-américain. Elles viennent d'outre-Atlantique et elles sont là pour montrer les pays européens du doigt. Quels sont les pays qui sont montrés? La Grèce, l'Irlande, l'Italie, l'Espagne, au passage la France. Nous, un coup on nous dégrade, un coup on nous regrade. Et en fait, elles font ce qu'elles veulent.
et quand elles ont envie de déstabiliser un pays, elles le font. Là où je suis d'accord avec elles, c'est qu'on n'a pas le droit de continuer à être en déficit public, ça fait 30 ans que ça dure, le déficit public, il ne faut plus continuer à l'avoir. Quand vous n'arrivez plus à payer parce que vous n'avez plus d'argent en banque ou dans votre caisse, vous faites un chèque sans provision, le banquier vous écrit en vous disant stop, prochaine fois, hop, vous passez devant un traitement de justice. Quand vous êtes chef d'entreprise et que vous payez sur vos fournisseurs, sur vos salariés, et que vous vous retrouvez à découvert, le banquier va vous aider un certain temps, et puis au bout d'un certain temps, il va vous dire maintenant vous avez dépassé votre seuil d'endettement, vous êtes en capacité, vous n'êtes plus en capacité de survie, allez, vous devez mourir, vous êtes en faillite, et on vous plombe. Le maire n'a pas le droit d'être en déficit. Un maire qui fait son budget en déficit, le préfet lui envoie une lettre en disant Monsieur le maire, revoyez votre budget et rééquilibrez-moi ça. Eh bien, l'État, lui, n'a pas peur d'être en déficit et ça dure depuis des années. Donc peut-être que nos comptes aussi ont besoin, là aussi, d'être équilibrés. Et je ne suis pas sûr qu'à la méthode socialiste, nous soyons sur la bonne pente. Depuis le début de l'élection de François Hollande, il y a 21 milliards de dépenses supplémentaires programmés qui viennent s'additionner aux 50 milliards de déficit annuel de la France. Donc il faut y mettre un terme, même s'ils nous expliquent que derrière ils vont raboter les niches fiscales, moi je vais vous dire, ils peuvent raboter ce qu'ils veulent. L'impôt tuant l'impôt, chaque fois qu'on met un point d'impôt supplémentaire, on tue l'impôt et on diminue les recettes de l'impôt parce que les gens s'organisent pour aller payer leur impôt ailleurs. Ceux qui ont les moyens, ils ont des conseillers fiscalistes, que ce soit les grandes entreprises ou les entreprises individuelles. Quant à ceux qui ne peuvent plus payer, ceux-là, on les avait allégés par exemple des droits de transmission sur héritage. On n'en parle plus du droit de transmission sur héritage. M. Hollande veut y revenir. Donc il ne faut pas laisser replomber cette affaire-là. L'ISF, j'ai un monsieur qui m'a arrêté dans la rue devant ma permanence de vente hier. Il m'a dit voilà, c'est simple, je payais 4 000 € d'ISF avec le retour et ce que propose de faire M. Hollande l'année prochaine, je paye 8 000 €. Bon, mon revenu ne me permet pas de continuer à payer mon ISF. Je vais être obligé de vendre des biens parce que je suis à la retraite et que je n'ai pas les moyens de tenir les biens qui sont les biens pour payer l'impôt sur la fortune. Ça arrive à combien de personnes, notamment avec la plus-value immobilière qui est spécifique aux Alpes-Maritimes et qui fait que vous pouvez détenir un bien qui monte en valeur, qui vous fait passer dans l'impôt sur la fortune et vos revenus personnels ne vous permettent pas de le payer. Donc là, c'était une bonne mesure que nous avions faite et cette mesure, elle est remise en question. Allez, je me suis relancé sur l'opération. La conséquence de tout ça pour nous, en zone rurale, à Guillaume, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, c'est bien de nos projets, de tenir notre station de sport d'hiver, de continuer à faire vivre notre économie, d'essayer d'implanter nos commerces, de tenir de l'hôtellerie, de faire en sorte que ceux, mon cher Jean-Pierre, qui veulent venir s'implanter à Lunel, Jean-Paul à Guillaume, à Beuil, Raymond, puissent le faire avec une hôtellerie à Péonne, je pense à nos gens du Côte de Gousse, je pense à tous les commerçants de Valbert qui viennent et qui quelquefois disent mais nous sommes beaucoup, nous sommes très nombreux et on aurait peut-être besoin, les mauvaises saisons, de ne pas subir les contre-coups tels qu'on les a et de pouvoir avoir les aménagements. Ça c'est un premier compte, j'en ai parlé, j'y reviendrai pas. Ce sont les mesures économiques. Mais les autres mesures, ce sont les maires qui en portent la responsabilité dans le cadre de l'aménagement du territoire. Et pour cela, nous avons une aide qui est le pivot central de notre action et de nos investissements, c'est le Conseil général des Alpes-Maritimes. Et le Conseil général des Alpes-Maritimes risque de plus en plus de voir l'État transférer ses compétences sans transférer les recettes. Un exemple, le RSA a été donné en compétence au Conseil général, on n'en a pas eu la recette, c'est autant de moins qu'il a fallu qu'on a pu donner à l'économie départementale. On réjouit quelque part parce que c'est autant de plus que le département des Alpes-Maritimes a réussi à économiser. Le contrôle du RSA que nous avons effectué à Nonant, le bilan au 15 mai 2012, c'est 1,5 million d'euros de récupérés de personnes qui percevaient le RSA de façon indue
soit qu'elle n'y avait pas droit sur l'attribution du dossier et qu'elle était passée au travers des mailles du filet, soit qu'elle le percevait en continuation d'un dossier alors que les droits n'étaient plus ouverts. Ce qui fait que ce type de contrôle, je crois qu'il faudra le poursuivre aussi, parce que nous sommes dans une société où il faut maintenir les solidarités humaines, il faut maintenir ces solidarités que sont les nôtres. On parlait des retraites, on peut parler de l'assurance maladie, on peut parler de bien d'autres choses, mais en même temps, il faut que cette assistance momentanée que l'on donne à la personne ne se transforme pas en assistanat permanent et fait que la dépense publique ne cesse de monter et de monter, obérant par là même la collectivité du Conseil général pour les subventions qui peuvent nous aider à maintenir notre activité. Et on voit bien, par exemple, que sur l'eau, l'Agence régionale de l'eau a pris des mesures très restrictives. La région a dit, tant que l'Agence régionale de l'eau, le bassin de l'eau, ne vous accorde pas sa bénédiction, vous n'aurez rien, et sa bénédiction passe par la pose de compteurs à la production.